bienvenue dans le grand débat organisé à l'occasion des élections municipales 2015. Après un premier tour qui a vu l'effacement du candidat UDC ainsi que le retrait volontaire des 2 candidats PLR, nous accueillons sur ce plateau les candidats encore en lice pour l'exécutif. Dans l'ordre des plus votés, Frédéric Renvet pour le Parti socialiste, Roger Gollet pour le mouvement citoyen genevois, Stéphane Lorenzini pour le Parti démocrate chrétien, ainsi que Damien Bonfanti pour les Verts. Et bien sûr, pour animer ce débat, le journaliste Charles-André Aymon. Durant ce débat, nous parlerons des différents enjeux qui attendent la commune pour la prochaine législature, à commencer avec l'aménagement du territoire. Avec aujourd'hui près de 32 000 habitants, la ville de Lancy est la 3e commune la plus grande du canton de par sa population. Elle connaît aujourd'hui une densification et une extension qui touchent l'ensemble de son territoire, des nouveaux quartiers déjà visibles pour la plupart, mais aussi un développement immobilier important ainsi que des nouvelles infrastructures autour des futures gares CEVA. Alors, comment densifier? C'est vrai que tout se joue dans les détails, d'autant plus que les prérogatives en matière d'aménagement au niveau communal sont très limitées. Elle vient de le dire, hein, Jessica Da Silva, les prérogatives communales sont très limitées par rapport au canton dans ce sujet-là. Comment est-ce que vous allez faire pour construire, pour développer, mettre de l'eau, des routes peut-être même, alors que la commune est extrêmement serrée? Monsieur Renvet. Alors écoutez, pour que la commune soit justement le plus partie prenante possible, ce que nous avons toujours essayé de mettre en œuvre, c'est que la commune puisse acquérir du terrain. À partir du moment où elle acquiert du terrain, elle devient propriétaire dans les nouveaux plans localisés de quartier. Et donc, en tant que propriétaire, elle peut aussi faire valoir ses droits. Et c'est justement une façon d'être directement aussi actrice de ce développement, à la fois en tant qu'autorité, mais aussi en tant que propriétaire. Là où on lui dit de construire la commune. Alors, il y a effectivement un certain nombre de plans localisés de quartier qui sont dressés par le canton, qui se font malgré tout en coordination avec la ville de Lancy. Mais effectivement, de manière générale, on est plutôt dans une perspective cantonale. Donc, c'est vrai que les enjeux nous dépassent parfois. Merci, M. Renvet. M. Lorenzini, vous arrivez, vous, en 4e position. Vous êtes le futur entrant, peut-être, un des 2 futurs entrants, peut-être. Je vais vous poser à peu près la même question. Comment faire pour obliger le canton à prendre en compte les idées, les volontés des communes? Bon, le canton, il a un rôle en amont du processus de développement, puisque c'est lui qui initie les déclassements des zones. Alors à Lancy, de ce point de vue-là, les choses sont faites depuis très longtemps pour les plus grandes zones qu'il reste à construire, que ce soit les SMAI ou Surville, par exemple. Mais c'est vrai que les PLQ, ils peuvent être également d'initiatives autres que celles du canton. Il y a un certain nombre d'exemples. Je pense par exemple au quartier C des Marbriers, dit de la Bâtie, où c'est une prérogative sur une demande de la Fondation communale immobilière de Lancy que ce PLQ a été développé. Donc ce n'est pas toujours le canton qui impose. Après, c'est vrai qu'un certain nombre de PLQ anciens sont existants, qui vont se réaliser, que c'est difficile de modifier un PLQ. Donc ça, il y a moins évidemment de possibilités pour la commune d'intervenir. Mais la commune a toujours son mot à dire également dans la réalisation des PLQ, parce qu'un PLQ ne fixe pas toutes les règles, et il y a aussi des possibilités d'adaptation de ces PLQ, où là, la commune peut être à l'écoute des habitants dans ce domaine, ce que nous proposons d'ailleurs dans notre plateforme commune. À l'écoute des habitants, je vous entends bien, la commune est à l'écoute des habitants, mais qui est-ce qui est à l'écoute de la commune? Monsieur Gollet, vous êtes un peu l'outsider parmi ce quatuor aujourd'hui. La commune, certes, est à l'écoute, mais comment se faire écouter du canton? Quel est le rôle des députés, des partis, voire même d'un conseiller administratif? Oui, alors c'est tout là le problème. Souvent, il y a des décisions qui sont prises au sein des conseils municipaux sur l'aménagement du territoire. Et puis, il y a une volonté de l'ensemble des conseils municipaux, même avec certaines divisions parfois. Mais malheureusement, on voit que certains sujets, en tout cas les décisions qui ont été prises dans ces conseils municipaux, ne sont pas suivies par les députés. Alors là, c'est tout un travail qu'il faut accomplir avec les groupes parlementaires, c'est d'aller discuter auprès d'eux pour leur faire comprendre les enjeux de la commune. Et c'est peut-être aujourd'hui ce manque,
je dirais, un peu de maturité politique qu'on retrouve dans tous les conseils municipaux par le fait qu'il faut avoir un petit peu de l'audace pour aller à la rencontre aussi de ces députés qui pensent qu'ils sont détenteurs des bonnes idées. Ce n'est pas toujours le cas. Je pense que c'est intéressant de les rencontrer pour faire part, en tout cas, des préoccupations aussi des habitants, puisque c'est cela qui compte en priorité. Merci, M. Gollet. Monsieur Bonfanti, M. Gollet vient de dire de l'audace, encore de l'audace. Vous êtes vert, il vous en faudra de l'audace, hein, parce que vous ne voulez rien moins qu'une nouvelle société. Donc comment se faire entendre quand on est vert, quand on veut, disons, faire des infrastructures qui sont différentes de celles qui existent aujourd'hui ou qu'on projette de construire aujourd'hui? Mais c'est vrai que souvent les gens ont en tête, quand on parle de densification en fait, parce que c'est un peu le mot qui fait peur, hein, puis quand on parle de densification, on a en tête un peu l'immeuble des Palettes, l'Étoile, les Avanchets, le Lignon, les Libellules. Mais ces densification des 60-70 ans. Exactement, ces immeubles-là ont plus de 50 ans maintenant et on peut construire en densifiant, mais avec de la qualité. Et c'est avant tout ce que nous recherchons. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, hein, une nouvelle qui est sortie aujourd'hui de la Confédération, c'est que le plan directeur cantonal de Genève a été accepté avec, on va dire, avec beaucoup de réticence, c'est-à-dire que l'État en fait, souhaite trop prendre sur le terrain agricole et on va devoir revoir ça, c'est-à-dire que ça rejoint un peu l'idée des Verts en fait, au départ, qui était de dire qu'il ne faut pas toucher la zone agricole et il faut densifier, c'est-à-dire construire en hauteur et arrêter de construire des immeubles qui font que 2 ou 3 étages. Et maintenant, il faut viser plus haut pour pouvoir protéger cette zone agricole. Bon, si je me souviens bien, M. Bonfanti, la Confédération a dit à l'État de Genève, on ne déclasse pas, même un petit bout de campagne. Donc, on peut densifier, au contraire, on peut densifier beaucoup. Mais vous me donnez une perche et je vais la remettre à M. Gollet. Est-ce qu'il faut encore construire ? Après tout, on n'a pas déjà trop construit à Lancy. Il y en a partout des immeubles. La commune est passée de 15 000 à 32 000 habitants très très rapidement. Est-ce que ce n'est pas fini pour Lancy ? C'est clair que Lancy a été urbanisé d'une manière dense et puis je pense qu'il faut savoir un petit peu reprendre son souffle. M. Ronnevel l'a dit, il y a tous les équipements publics qui s'accompagnent à l'aménagement du territoire lorsqu'on construit, qui fait que c'est un coût énorme. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le débat déjà des finances, mais il y a des soucis par rapport à ça. Il faudra pouvoir couvrir ces équipements publics. Alors, il est évident que nous avons largement participé à l'ampleur un peu qui était souhaitée de chaque commune pour participer en tout cas à la construction de logements. Lancy a construit. On a encore des zones à construire qui ont été déclassées, de zone villa en zone à construire, en zone 3. Et je pense que c'est essentiel déjà de bâtir avant de chercher autre chose. Je pense que maintenant, ce qui nous reste en poumon vert sur la commune de Lancy, les zones villa, il faut les protéger un maximum afin qu'on puisse avoir encore des lieux de loisirs et de promenade. Merci, M. Gollet. M. Lorenzini, vous êtes avocat, excusez-moi, vous êtes architecte. Encore. La construction n'a pas de secret pour vous, mais votre parti dit finalement construire, ça suffit, il faut un moratoire. En tout cas, à Saint-Georges, à Gy. Alors, c'est quoi un architecte qui ne veut pas construire ? Non, on ne dit pas tout à fait il faut un moratoire. On dit Lancy a hérité finalement, de par le canton, de grandes zones de développement qui ne sont pas totalement réalisées. Je les ai nommés tout à l'heure, Surville, les Semailles, qui sont des zones où le processus est lancé. Il a mis très longtemps, puisqu'elles sont déclassées depuis plus de 50 ans. Il faut que ce travail de densification, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en respectant aussi un certain nombre de demandes qui peuvent émaner des habitants, se réalise avant d'attaquer de nouvelles zones. C'est plus une temporisation, un étalement dans le temps. On ne peut pas attaquer finalement en même temps tous les périmètres de développement. C'est évident qu'à moyen terme, on parle d'une vingtaine d'années, un certain nombre de périmètres, notamment celui du plateau de Saint-Georges, sera amené probablement à se développer. Mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Il faut terminer le travail qui reste à faire sur ces périmètres, notamment aussi la Chapelle, qui est un des autres périmètres. Ok. Faut-il privilégier, ceci dit, lorsqu'on construit, les logements d'utilité publique, les HLM, ou alors plutôt les logements privés qui sont à loyer libre, ou en tout cas à prix libre, M. Ronnevet? Je crois qu'il faut une certaine diversité. Elle est importante, cette diversité, à plus d'un titre. Et donc, effectivement, dans les nouveaux quartiers, nous essayons de trouver des réponses pour le logement, mais des réponses pour tous les habitants. C'est vrai qu'on parle beaucoup dans ce débat d'aménagement du territoire, effectivement, de la construction, mais c'est aussi de rappeler qu'il y a énormément de gens qui cherchent tout simplement à se loger. Donc, on doit construire.
on doit construire justement pour tous ces types d'habitants, que ce soit de la PPE, que ce soit du logement social, etc. Et cette mixité aussi favorise au quartier de manière générale. Demandez la mixité, M. Renvet. Est-ce que c'est pas dire, oui, on veut bien des gens à revenus assez bas, mais pas trop, hein, parce qu'il faut que les impôts rentrent. Non, je crois qu'on a de nouveau, la ville de Nancy doit aussi avoir ce caractère social. Elle l'a. Je pense qu'on est en proportion une commune qui a le plus de patrimoine financier, c'est-à-dire d'immeubles de logement. Et effectivement, nous ne cherchons pas à faire des plus-values avec ces logements. Donc nous permettons aussi à toute une catégorie de population, à travers des logements de la commune, eh bien, de pouvoir se loger à des prix tout à fait corrects. Merci. Monsieur Bonfanti, vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure? Oui, je voulais ajouter, c'est qu'on parle d'explosion démographique pour Nancy, mais c'est fou en fait. Hein, j'entends, la population a augmenté de 5 000 à 20 000 habitants de 1960 à 1970. Et depuis 1970, où elle avait 20 000 habitants jusqu'à 2015 actuellement, elle n'a augmenté en fait que de 12 000 habitants, ce qui représente en fait moins de 300 habitants par année, ce qui est relativement peu. Moi, je sais que quand j'ai parlé avec des habitants lors des stands de campagne qui ont lieu dernièrement, souvent les habitants me disent « mais moi j'ai mes enfants qui sont à la maison, qui ont une vingtaine d'années, qui vont tout doucement vouloir trouver un appartement, et ils souhaiteraient encore habiter sur Nancy. Il faut donc continuer aussi à construire des appartements pour eux pour qu'ils puissent s'y établir. Il ne faut pas oublier ça. » D'accord. Donc on l'a compris. L'aménagement est incontournable, il faut faire pression au point de vue du canton. Simplement, la ville, elle, a encore besoin de grandir, mais de grandir de manière maîtrisée. Si vous voulez bien, on va faire une petite pause, et puis on va attendre Jessica Da Silva qui va nous parler du prochain enjeu communal. Parce qu'elle mêle autant les habitudes de chacun que l'espace public, la question de la mobilité divise. Transport individuel, professionnel, public, Uber, covoiturage, pédibus, taxi, vélo ou encore à pied. Autant de modes de transport choisis par confort ou à défaut. Au quotidien, les usagers sont confrontés à différents désagréments tels que les embouteillages, le manque de places de stationnement ou encore la sécurité routière. Concilier libre choix et responsabilité, une équation qui a fait de la mobilité douce une des priorités des collectivités publiques. Mais celle-ci est poursuivie avec plus ou moins de zèle en fonction des tendances politiques. Monsieur Bonfanti, quand on parle mobilité, et mobilité douce, comme l'a rappelé Jessica Da Silva, on pense surtout à vert. Votre programme, il est très ambitieux, hein, télétravail, circulation des informations plutôt que de ceux qui la produisent, vélo, à pied, cette espèce de concept de société nouveau. Qu'est-ce qui va rester de tout ça une fois que vous serez au conseil administratif, si vous y entrez? Écoutez, moi, ce qui m'importe surtout, c'est de permettre aux gens, en fait, de trouver une mobilité qui soit haute que motorisée. C'est-à-dire transport public, les vélos, les marchés, pourquoi pas, évidemment, c'est aussi une bonne chose. Tout ce qui permet, en fait, de fluidifier en fait, le trafic. On sait qu'on a un énorme bouchon, en fait, dans la commune, comme d'ailleurs toutes les autres villes, en fait, à Genève, hein, Vernier et autres, ont le même souci que nous. Je pense qu'en développant en fait, les transports publics, en développant en fait, ce qu'on appelle la mobilité douce, cela permettra aux gens de lâcher leurs véhicules et de pouvoir donc, fluidifier le trafic et aussi donc, d'améliorer les transports professionnels d'autre part. Il n'y a pas aussi une peur de la part de la population qui se dit « Tiens, voilà un ayatollah vert, il va me piquer les clés de ma voiture, je vais devoir la laisser au garage ». Même si vous ne la piquez pas physiquement, en disant « Il n'y aura plus de route où je pourrais circuler, tout simplement ». Non, pas du tout. On sait que 50% des déplacements à Genève sont effectués sur une distance de moins d'1 kilomètre. Ce qu'on demande, d'ailleurs ce que le Grand Conseil aussi préconise de manière générale, c'est qu'en fait une petite part de la population en fait, lâche la voiture pour ensuite prendre des transports publics ou prendre on va dire, une alternative en fait, à ces véhicules-là, ce qui permettra vraiment d'améliorer vraiment la fluidité. Un exemple tout bête, hein, durant l'été, quand les gens partent en vacances, on constate une réduction en fait, du trafic de l'ordre de 10%. Et ces 10%-là permettent en fait, à tout le monde de circuler très très bien. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on aille dans ce sens-là. Quand on parle de mobilité, il a été très difficile finalement, en préparant ce débat, de se dire de quoi on va parler. On a très très peur qu'on parle de généralité et qu'on ne rentre pas dans les faits. C'est pour ça qu'avec vous, si vous me permettez, on va faire un case study. En gros, on va prendre un des axes les plus encombrés de la commune, le pont de Nancy, qui réunit le haut et le bas, le petit et le grand. Et puis, je vais vous demander à chacun votre tour, en commençant par vous, Monsieur Lorenzini, qu'est-ce que vous allez faire sur le pont de Nancy? Bon, le PDC, vous le savez, a proposé de faire un téléphérique. Alors, il y a eu des études qui ont visiblement démontré qu'il
économiquement, ce n'était pas un modèle qui était défendable. C'est clair qu'il faut faire quelque chose. Il faut principalement... il y a deux enjeux sur ce tronçon. Il y a en effet les bouchons. Et puis, il y a la problématique liée à la mobilité douce, qui n'est pas du tout satisfaisante, puisqu'on a ce trottoir invisible depuis la route, insécurisant. Donc il y a ces deux choses qu'il faut régler, et il faut évidemment maintenir sur ce pont la possibilité de tous les modes de circulation de se faire. Donc c'est ce qu'on a proposé et ce qu'il faut arriver à faire. Alors il y a un concours d'idées qui a été lancé, un certain nombre de propositions ont été faites, ce sera justement à notre conseil administratif de les mettre en place. Il y a des propositions qui semblent intéressantes, notamment celle de l'élargissement de ce pont pour créer de la mobilité douce efficace. Il faudra aussi avoir une vraie ligne de bus, parce que le gros problème il est là, c'est que cette ligne de bus n'est pas continue du haut en bas, et ça c'est une des conséquences des bouchons réguliers sur cet axe. Mais il y a des solutions, mais qui devront aussi se concerter avec le canton, puisque c'est un axe cantonal, voire fédéral, et qui a des projets. Également. Se concerter avec le canton, M. Renevet, c'est un peu votre rôle actuellement, ce sera peut-être le vôtre encore demain. On a vu des Verts au PDC, on parle surtout de mobilité douce sur cet axe. Or, c'est un axe déterminant pour la circulation à Lancy. Est-ce qu'on peut s'arrêter à ça, mobilité douce, transport public ? Alors justement, c'est très bien qu'on en parle de ce sujet, parce qu'effectivement le pont de Lancy est un axe cantonal majeur, c'est sûr, mais c'est aussi un axe qui est majeur pour les habitants de Lancy, pour rejoindre entre le Grand et le Petit Lancy. Vu la déclivité avec le vallon de l'Aire, c'est vrai que c'est un des axes les plus utilisés. Et je m'excuse à la mobilité douce, parce que c'est vrai que quand on est à vélo, quand on prend la rampe du Pont Rouge ou le chemin de la colline, c'est extrêmement raide. Et donc, de manière générale, les gens, qu'ils soient à pied ou à vélo, prennent cet axe-là. Et c'est vrai que ces prochaines années, le canton doit faire des travaux de rénovation de ce pont. Et la ville de Lancy essaie d'être proactive sur ce dossier, de demander effectivement une étude qui montrait que de faire un encorbellement, c'est-à-dire de rajouter effectivement une partie plus légère pour la mobilité douce, qu'elle soit piétonne ou de roues, était tout à fait envisageable. Et nous sommes même prêts, nous avons dit au canton que nous étions prêts à financer en partie, parce qu'il s'agit effectivement d'un axe majeur pour Lancy. Financer la mobilité douce. Monsieur Gollet, dans votre programme, le programme du MCG, on parle surtout de liberté. Et la liberté, souvent, dans ce programme, c'est la liberté d'utiliser sa voiture. Alors là, vous avez en face de vous 3 personnes qui nous disent, si je les synthétise bien, plus de mobilité douce réussira à régler, en partie en tout cas, les problèmes. Oui, alors nous, au niveau du MCG, on n'a jamais été opposé à cette mobilité douce. Au contraire, elle est même bien développée sur le canton. Je pense qu'on doit porter un effort maintenant sur surtout la circulation routière, puisqu'il faut, si vous avez pris le cas du pont de Lancy, on peut en prendre d'autres. Il faut anticiper certains problèmes futurs. On doit avoir maintenant un schéma de circulation qui soit de l'avant-garde, puisqu'on sait qu'on aura... Parce qu'il faut avoir une vision globale au niveau du canton. On ne peut pas s'arrêter seulement aux frontières de la commune. On sait qu'on va développer pourtant, votre pouvoir, si vous êtes élu, s'arrêtera aux frontières de la commune. Oui, mais je pense qu'on peut faire pression quand même. On peut intervenir auprès des départements concernés. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va construire les Sherpines, qui vont être des milliers de nouvelles personnes qui vont y habiter. On aura tout le côté du Pave. On parle de 20 000 personnes. Donc, le seul axe de transit qu'ils auront, ça sera le village de Grand-Lancy. Et si on prend aussi le côté du Petit Lancy, la route de Chancy, c'est le même problème avec Bernay-Nord qui va se développer avec 20 000 habitants. Donc, il y aura toujours plus de circulation. Et je pense que c'est totalement utopique de penser que les gens vont laisser les clés de leur voiture et tous prendre les transports publics. Et même, on n'en aurait pas, en tout cas, les moyens, les capacités d'accueil pour ces nouveaux usagers aujourd'hui. Il faut plus de routes, alors. Alors, je ne dis pas qu'il faut plus de routes, il faut maintenant travailler sur des concepts de circulation, notamment, on peut envisager, alors c'est clair que ça serait le monde idéal d'avoir une tranchée couverte, par exemple, sous le Petit Lancy ou bien sous le village de Grand-Lancy. Ça coûte, ils l'ont fait à Besna, ils l'ont fait à Mérin, ils l'ont fait ailleurs. Donc, je pense, pourquoi pas développer, parce qu'on va être totalement engorgé par une circulation automobile. Et on ne pourra pas l'éviter quasiment. Très bien, merci M. Gollet. Préserver la mobilité, est-ce que ça vous dit quelque chose, M. Bonfanti? Finalement, quand on est vert, on préserve une certaine mobilité en dénigrant, si j'ose le mot, la voiture, le trafic motorisé. Non, pas du tout. Si vous regardez une route, si vous regardez
la place que prend en fait, qui est dévolue en fait à la voiture. On se rend compte que 80% en fait de la chaussée est dévolue en fait aux véhicules motorisés, le reste étant pour les vélos ou pour les piétons. Donc nous, c'est ce qu'on demande tout bêtement, c'est un rééquilibre en fait. Moi, étant un utilisateur en fait du train, je considère que toutes les personnes qui utilisent le train pour se rendre dans le canton de Vaud pour y travailler ou inversement, libèrent de l'espace sur l'autoroute et permettent justement à cette autoroute d'avoir une meilleure fluidité qu'elle ne l'est à présent. Mais revenons à Lancy, qu'est-ce que vous voulez concrètement changer dans les deux Lancy, dans le petit et le grand En termes de Lancy? mobilité, ce que je souhaiterais vraiment, c'est mettre en place des pistes cyclables, mais qui soient reliées l'une aux autres. C'est-à-dire qu'on n'ait pas des trous, comme on dit. On sait que les cyclistes aiment beaucoup la sécurité. S'ils veulent se rendre en ville, ils doivent pouvoir, depuis leur lieu de domicile, prendre le vélo et se rendre au lieu de domicile sans qu'il y ait des trous ou des points noirs, comme on dit en termes de cyclistes. L'autre élément, c'est par rapport, je reviens à ce qui a été dit par rapport au pont de Lancy, la question se posera, je pense, sur le long terme, de savoir si à un moment donné, on fait des rénovations, c'est clair, mais est-ce qu'à un moment donné, dans 10, 20 ou 30 ans, la question ne se reposera pas de carrément détruire ce pont et d'en construire un qui en vaille la peine vraiment et qui permette une meilleure fluidité et puis qui prenne en compte en fait l'ensemble en fait des moyens de transport. Un nouveau pont, mais un pont vert donc. Un pont qui soit bien compris. un pont vert, non, mais un pont qui respecte l'ensemble en fait des utilisateurs. Pourquoi pas? Alors évidemment, ça coûtera de l'argent. On sait qu'actuellement l'État a beaucoup de difficultés en termes de budget. C'est en tout cas pas une priorité, mais je pense que dans 20 ou 30 ans, il faudra y réfléchir. Merci. Monsieur Lorenzini, le PDC, lui aussi, a des projets pour le petit et le grand Lancy, pour la circulation, mais ils sont plutôt à base d'obstacles. Qu'est-ce que vous entendez par obstacle? Gendarmes couchés, coussins berlinois, quel que soit leur nom. Pas spécialement, mais écoutez, c'est vrai que c'est une solution, parce que ça c'est un autre débat. C'est peut-être la liaison avec votre thème suivant de la sécurité. C'est vrai que l'autre problème qu'il y a, c'est que la circulation amène une certaine insécurité pour la population la plus fragile, finalement, que sont les piétons, les enfants, les personnes en vélo. Donc, il y a un moment donné, il faut absolument pouvoir redonner dans un certain nombre de quartiers un usage interne au quartier et empêcher un trafic de transit qui nuit finalement à ces quartiers. Et c'est extrêmement difficile à faire parce que c'est vrai que les riverains ont toujours la volonté de pouvoir, et finalement c'est ce qui est normal, de pouvoir accéder sans eux, sans trop d'entraves. Donc il faut trouver un juste milieu, mais il faut probablement faire un certain nombre d'aménagements dans certains quartiers pour garantir une meilleure sécurité aux piétons, aux vélos. Mais voilà, mais on n'a pas une politique particulièrement basée sur l'entrave. Je ne sais pas où vous avez lu ça. Mais... Je synthétisais peut-être un petit peu abusivement. Monsieur Gollet, une petite minute s'il vous plaît, Monsieur Renevet. Monsieur Gollet, vous avez aussi une proposition qui peut sembler assez originale. C'est celle de couvrir certaines des grandes pénétrantes dans Lancy. C'est pas un petit peu utopique? La seule que je connaisse de liaison couverte, c'est celle qui passe à côté de Balexer. Oui, alors c'est clair que ça peut paraître utopique, je l'ai dit, mais il faut qu'on porte aussi l'étude sur ce sujet. Alors, si on prend par exemple le cas d'une autre commune, c'est Vesna. Ils ont participé à la construction de leur tranchée couverte, ils l'ont obtenue. C'est clair que si on demande, comme d'autres communes le font, au canton de tout faire, on aura peut-être certaines difficultés. Je pense qu'il y a un effort aussi de participation de la part de Lancy si on veut obtenir quelque chose aussi plus rapidement. On est aujourd'hui, à quelques années, dans une situation qui va être chaotique en matière de circulation. Dès qu'on va commencer à donner les premiers coups de pioche dans le quartier Pave ou au Cherpines, ou bien, comme je l'ai dit, à Bernay-Nord, ça va être catastrophique au niveau circulation. Et on ne va pas empêcher aujourd'hui la progression. Il faut savoir qu'on est un canton, je ne vais pas dévier le débat sur le canton de Genève, mais on est une métropole. On a beaucoup de problèmes qui sont liés à cette métropole, comme la criminalité, mais aussi en matière de circulation, où on aura toujours plus de véhicules. On ne va pas y échapper. Donc on doit prendre des dispositions aujourd'hui, qu'il en a encore temps, et ça nous coûtera certainement moins cher que d'attendre et puis de faire les choses à la dernière minute. Merci, Monsieur Renevet, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais simplement ajouter quelque chose. On parle beaucoup de mobilité, mais on parle aussi, la mobilité engendre beaucoup de nuisances sonores. Et c'est vrai que le fait de pouvoir reporter la circulation pendulaire sur les axes principaux, sur effectivement la route du Pont-Butin, route de Chancy, etc., eh bien, nous permet, avec quelques aménagements relativement simples et surtout des nouveaux revêtements phono-absorbants, vraiment de diminuer l'impact de ces nuisances sonores dans les quartiers. Et ça, je pense que c'est aussi
une problématique majeure, parce que c'est vrai que les gens, souvent aussi dans les quartiers, sont sensibles à toutes ces nuisances sonores qui sont très très nombreuses. Et c'est vrai que ces revêtements aujourd'hui, le canton on a mis aussi sur la route de Pont-Butin à certaines tronçons, et on voit la différence, elle est extrêmement forte. Et c'est vrai qu'à Lancy, on essaie aussi de poser au maximum ces revêtements pour améliorer la situation pour les habitants. Beaucoup de propositions pour la mobilité, hein. Des choses qui sont encore à faire, qui sont encore dans le pipeline, qui ne sont pas encore décidées. Il y en a d'autres qui vont arriver parce qu'elles ont été décidées par le canton principalement. Et je pense à l'arrivée du tram 15 du côté des Palettes. On a vu que le quartier s'est enflammé, des associations se sont créées. Et puis, vous avez chacun des partis pris des décisions, des lignes de programme. Et on va les détailler un petit peu plus en détail. Monsieur Lorenzini, le PDC, a pour ligne de conduite de remplacer l'intégrité des places de parc qui vont disparaître le long de cette ligne et de faire des parkings souterrains. Alors bon, l'intégrité, on pense que la problématique du parking est une vraie problématique dans ce quartier, puisque c'est un quartier construit dans les années 60, où il y avait déjà un déficit naturel, on dira, de places de parking. Donc les places qui sont des places publiques, qui sont dans le terre-plein au centre du chemin des Palettes, disparaissant avec le tram, c'est évident qu'il va y avoir une pression très forte pour obtenir des places. Après, il faut en effet étudier le nombre de places à repourvoir, il faut étudier comment les repourvoir, où les localiser. Et là, il y a plusieurs pistes envisageables. Et une chose est sûre, c'est qu'un partenariat devra être trouvé entre les privés, propriétaires d'immeubles privés, la commune de Lancy, puisque c'est son territoire et qu'elle doit garantir notamment des places pour les commerces, si on veut que les commerces puissent survivre dans ce quartier, et également l'État, qui finalement est le principal responsable de la disparition de ces places de parking, puisqu'il est le maître d'œuvre de la construction de ce nouveau tram, et que le tracé arrive à la conséquence de supprimer près de 80 places. Est-ce qu'on peut dire que vous rétropédalez, que vous dites, attendez, toutes les places, peut-être pas toutes les places Non, mais je crois qu'on ne va pas construire des places pour qu'elles soient vides, donc il faut regarder concrètement, faire une analyse fine du nombre de places à recréer. S'il faut 80 places, il faudra 80 places. S'il en faut 50, on ne va pas en construire 80 pour le plaisir d'en construire 80. Donc il faut simplement être pragmatique, faire une vraie analyse des besoins. Besoin de places, à l'évidence, il y en aura. Après, il faut voir comment pouvoir les compenser et où les localiser. Il y a plusieurs pistes aussi. Il y a des solutions dans le cadre des futurs PLQ qui vont se développer au SMAI. La possibilité également d'imaginer des parkings souterrains entre les barres existantes aux Palettes qui permettraient de requalifier les espaces interstitiels de ces barres qui ne sont pas très, très heureux au jour d'aujourd'hui avec beaucoup de voitures en surface. Donc il y a une volonté, je crois, notamment de l'association des habitants qui dit dans ses revendications qu'il faut profiter de l'arrivée de ce tram pour requalifier l'espace urbain, et ça c'est l'élément essentiel qui est vrai. Il faut profiter parce qu'un tram, on ne le construit pas tous les jours. Le jour où on le construit, il faut le faire correctement. On ne le refera plus après. Il faut profiter de cette occasion. Monsieur Bonfanti, le PDC dit il faut faire de la place à la voiture. Voilà, c'est votre allié sur la liste au deuxième tour. Pas tout à fait ce qu'il a dit. C'est quelque chose qui vous parle. Les Verts ne disent pas tout à fait ça. Il n'a pas tout à fait dit ça. Il a juste dit qu'il fallait construire un nombre de places si vraiment il y avait un besoin par rapport à ça. Mais il y a des éléments qu'on oublie par rapport à l'avenir de ce quartier. Premièrement, c'est l'arrivée du tram, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'il y aurait une meilleure desserte. On constate que quand la desserte est améliorée en termes de transport public, les gens ont tendance à lâcher leur voiture. Premier élément. Ce qui veut dire qu'il y aura sûrement besoin de beaucoup moins de place qu'on ne le pense. Deuxième élément, c'est le changement de comportement, justement. C'est que les gens, de plus en plus, lâchent leur véhicule. Plusieurs exemples par rapport à ça, c'est la ville de Genève. Un ménage sur deux en ville de Genève n'a plus de véhicule. On constate tout doucement la même tendance en fait dans les autres communes périurbaines qui entourent la ville de Genève, c'est-à-dire que de plus en plus de gens habitant à proximité en fait des dessertes de transport public lâchent leur véhicule pour des raisons X ou Y, c'est-à-dire ils se rendent compte que c'est beaucoup plus rapide de prendre le tram ou de prendre un bus pour se rendre en ville, pour travailler, que leur véhicule coûte de plus en plus cher, que les places de stationnement coûtent extrêmement cher aussi pour eux, de plus en plus en tout cas, par rapport à leur budget. Donc il ne faut pas oublier ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il faudra, à mon avis, attendre un petit peu. C'est-à-dire de dire,
attendons de voir s'il y a un changement de comportement, attendons de voir justement si les gens quittent leur véhicule pour prendre les transports publics. Alors vous nous dites peut-être qu'il n'y aurait même pas besoin de construire des parkings souterrains parce qu'il n'y aura plus de voitures pour les mettre. Il n'y aura sûrement pas plus de voitures, mais ce qui est sûr, c'est que moi, ça me dérange en termes de finances publiques de construire un parking qui va coûter extrêmement cher. On sait que c'est à peu près 40 000 à 50 000 francs par place en souterrain et de se rendre compte quelques années plus tard qu'en fait, seulement 10% de ce parking est utilisé. Je vous donne un autre exemple par rapport à la Suisse. Quelques semaines en arrière est sortie une étude d'ailleurs qui a été réalisée en partie par le Crédit Suisse, on ne peut pas considérer le Crédit Suisse comme étant une association verte, j'entends, et qui a constaté qu'en fait, en Suisse, on a 2 places de stationnement pour un véhicule. Et que ces 10 dernières années, on a construit énormément de places de stationnement. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce vraiment utile de construire ces places de stationnement-là quand on voit le parc de véhicules qui a tendance plutôt à, on va dire, à stagner ou à diminuer, comme je l'ai dit, en ville. Monsieur Gollet, vous n'avez pas l'impression que tout à coup, il y a floraison de jolis projets, mais finalement, il y a peut-être trahison de l'esprit de ces associations auxquelles vous avez tendu l'oreille particulièrement attentivement. Finalement, leurs revendications vont peut-être se retrouver diluées. Non, je pense qu'en tout cas, on est tous à l'écoute, en tout cas, de ces associations de riverains qui s'inquiètent à juste titre des aménagements futurs, notamment de cette grande gare qui sera du côté, voilà, cette boucle qui va amener beaucoup plus de circulation encore en matière, je dirais, de transport public, qui va créer aussi des embouteillages, puisqu'on voit lorsqu'on franchit, pour ceux qui connaissent bien sûr ce giratoire des Palettes, il est obstrué tout bout de champ par l'arrivée d'un tram. Il y en a un qui part, c'est le bus qui quitte ou qui arrive, qui fait que la circulation reste bloquée. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi, pour revenir sur la construction des parkings, je pense que c'est une excellente chose. On manque de places de parc à l'extérieur. Il faut faire des aménagements au niveau soit souterrain, soit en étage de places de parc. Ça peut être rentable. On voit que tous les parkings privés le sont. Il n'y a que les parkings des collectivités publiques qui accusent certains déficits. Je pense qu'il y a une politique à mener par rapport à ça. Et puis, je pense que c'est aussi quelque chose qui touche le mouvement citoyen genevois, puisque nous, on parle même de donner la gratuité pour les emplacements extérieurs sur les routes communales. Il y a des possibilités. C'est intéressant, c'est d'étudier ce que se fait à Lucerne, c'est-à-dire qu'il faut supprimer simplement ces cases bleues pour les remettre en partie blanche. Et puis, c'est des macarons qui peuvent être délivrés directement par la commune. On n'est plus sujet à la fondation des parkings. Chaque citoyen, pour chaque voiture, pour économiser 200 francs. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait... Je voyais que lors de votre description de cet univers du parking idéaux, M. Bonfanti faisait non comme ça de la tête. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, non, mais je le répète, une partie des parkings actuellement en ville de Genève sont en déficit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de véhicules qui viennent s'y parquer. Et donc la fondation des parkings perd de l'argent et d'autres parkings privés comme le Lignon et dans d'autres lieux, quand on va dans ces parkings-là, on se rend compte qu'ils ne sont des fois pas dévolus en fait, aux places de stationnement, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant... en fait, on y met d'autres choses, en fait, on y met des pots de peinture, on y met ses vélos, on y met plein d'autres choses, sauf la voiture. Et le problème, c'est que les gens qui ont des véhicules et qui ont des box, souvent, il faudrait faire une étude à ce niveau-là, en tout cas pour en être certain, mettre leur véhicule du coup sur le domaine public au lieu d'utiliser leur propre box. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a un travail à faire, une étude prospective pour se rendre compte de cela. Monsieur Gollet ? Oui, alors il faut savoir pourquoi aussi ces parkings publics, c'est ceux de la fondation des parkings, sont déficitaires. C'est clair qu'à un moment donné, on ne peut pas favoriser le parquage des véhicules, des pendulaires dans ces parkings à des coûts qui sont relativement bas, plus encore en abonnement privilégié des transports publics, et puis penser faire du bénéfice. Autrement, ça ne serait pas du tout ce qui serait attendu par ces automobilistes qui traversent tous les jours le territoire que la frontière pour venir y travailler. Donc le but, c'est pouvoir aussi parquer ces véhicules. Maintenant, c'est le coût qui fait qu'il y a des déficits. Je pense que si on a des parkings communaux, on peut très bien tirer un bénéfice même de ces parkings, comme ça se fait partout ailleurs. Voilà, le tram 13, Monsieur Renevet, vous avez vu, ça engage beaucoup de discussions, ça a fait bouillir une partie de la commune de Nancy. Finalement, c'est une pierre dans votre jardin. Vous avez mal anticipé l'arrivée du tram 15 et puis la révolte a débuté. Non, je ne crois pas du tout. C'est clair qu'encore une fois, c'est effectivement de compétence cantonale, mais à partir du moment où la discussion a été entamée sur cette arrivée du tram 15, nous avons été aussi directement partie prenante, parce qu'effectivement, non seulement il y a une problématique de mobilité dont on a parlé, et d'ailleurs qu'on a résolu en partie avec l'introduction de la zone Macaron sur le Grand Nancy, qui effectivement a limité
le trafic de pendulaires et qui est plutôt un petit succès. Et puis c'est vrai que cette arrivée du tram, eh bien, elle doit être faite en coordination avec effectivement l'association qui est partie prenante, et mieux que les riverains sont à même de savoir ce qui est bien pour eux. Mais c'est vrai que nous aussi, de notre côté, nous sommes intervenus dès que possible, parce qu'il y a effectivement la problématique des parkings qu'on vient de soulever ici. Il y a la problématique aussi de la végétation qui manque aussi assez cruellement dans ce périmètre-là et qu'il faudrait pouvoir sauvegarder. Et puis, il faut le voir aussi comme une opportunité. Si vous vous promenez aux Palettes aujourd'hui dans ce quartier, au niveau piétonnier, c'est extrêmement difficile. La qualité des sols est vraiment en très mauvais état. On a aussi des trottoirs, etc. Et c'est vrai que l'arrivée du tram, eh bien, forcera les privés à devoir aussi faire en sorte d'améliorer ces espaces devant les commerces qui aujourd'hui sont insatisfaisants. Mais toutes les négociations que nous avons menées aujourd'hui ont avorté parce que les privés ne voulaient rien faire sur ce périmètre. Donc ça peut être aussi une opportunité pour tout le monde que cette arrivée du tram. Merci Pierre Rodvé. Je vais maintenant passer la parole à Jessica Da Silva qui va nous présenter le prochain enjeu. L'insécurité peut vite perturber la qualité de vie des habitants d'un quartier. Les préoccupations sécuritaires au quotidien sont diverses: vols, incivilités, déprédations, sécurité routière ou encore trafic des stupéfiants. La plupart des partis politiques préfèrent parler de sentiment d'insécurité. La question de la sécurité est-elle devenue tabou ? Voilà, sécurité, insécurité, sentiment d'insécurité. Apparemment, vous êtes très divisé là-dessus. Monsieur Bonfanti, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'insécurité ou juste un sentiment d'insécurité aujourd'hui à Lancy ? Écoutez, c'est vrai que de manière générale, les gens ont plutôt un sentiment d'insécurité qui est très élevé, alors qu'on constate que dans les chiffres, la sécurité a plutôt tendance à augmenter à Lancy ces dernières années. Les derniers chiffres de la police qui ont été donnés prouvent que ça va de mieux en mieux, heureusement. Je pense qu'il y a un bon partenariat entre la police cantonale et puis la police municipale, qu'il ne faut pas oublier, a pratiquement doublé ses effectifs ces dernières années. Et, il me semble 18 APM. Triplé, je crois, si j'en crois le programme même, du PDC. Triplé, enfin, j'en avais 9 en tête, on est passé à 18, c'est vrai. C'est, je pense, un bon nombre, en tout cas, pour la commune. Je pense qu'on va pouvoir, en tout cas, stabiliser à ce niveau-là. Je sais qu'il y a de la vidéosurveillance qui a été amenée en plus. Il y a des éléments positifs, c'est vraiment en termes de vidéosurveillance dans certains lieux où on a constaté une diminution des déprédations au niveau des biens publics. A contrario, du coup, les gens sont amenés à aller dans d'autres lieux où il n'y a pas de caméras et du coup, les déprédations pourraient aussi augmenter à ce niveau-là. Alors, plus de caméras ? Justement, pas plus de caméras. Nous, ce qu'on cherche, justement, c'est plutôt à mettre plus d'APM dans la rue avec des horaires qui soient un peu plus élevés qu'actuellement, c'est-à-dire peut-être travailler un peu plus tard le soir, surtout en période estivale. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure. On va faire un rapide tour d'horizon. Sécurité ou insécurité, monsieur Lorenzini ? Insécurité ou sentiment d'insécurité ? Voilà. Bon, écoutez, il ne faut pas se voiler la face. Il ne peut pas y avoir de sentiment. Si on était dans un monde totalement sûr, il n'y aurait pas de sentiment. Mais c'est vrai que malgré tout, les chiffres, comme l'a dit Damien, le prouvent. Il y a une nette amélioration de la situation qui n'est pas encore parfaite. Et ce sentiment est très fortement ressenti. Il faut le reconnaître. Quand on parle avec les gens, ils relèvent des fois des choses qui peuvent paraître relativement anecdotiques. Une réunion de quelques jeunes, les gens disent oui, il y a des jeunes, mais il n'y a pas forcément une vraie insécurité, mais les gens le ressentent comme tel. Donc c'est toute l'ambition de notre programme, c'est vraiment de dire qu'il faut maintenant que les APM puissent avoir des horaires élargis pour pouvoir notamment suppléer la police cantonale qui n'a pas assez d'effectifs malheureusement, surtout la nuit, puisque les effectifs sont extrêmement faibles la nuit, pour aller au devant finalement de ce sentiment en rencontrant les gens. Et puis on a parlé également d'aide au niveau social pour pouvoir rencontrer les jeunes, pour faire un travail de prévention et essayer de faire véritablement diminuer ce sentiment d'insécurité. Donc voilà, monsieur Gollet, le MCG a fait de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité, son cheval de bataille. Je vous pose la question pour la forme. Sécurité, c'est un sentiment ou l'insécurité, c'est un sentiment ou une réelle réalité ? Alors, je pense qu'il y a un réel sentiment d'insécurité qui est dû aussi à une part de délit. Et puis, la commune de Lancy, c'est quand même un village. Dès qu'il y a un cambriolage, ça se sait dans le quartier, qu'il y a un immeuble où on a cambriolé les véhicules dans les parkings, ça se sait. Donc, ça crée ce sentiment d'insécurité. Je ne pense pas que nous avons plus de criminalité
en tout cas, Lancy n'est pas encore répertorié comme une zone criminogène de Genève. Par contre, là aussi, on doit être, disons, prendre toutes les précautions nécessaires, parce que c'est clair que si la criminalité a baissé à Lancy, puis même sur le canton de Genève, c'est un phénomène suisse, c'est un phénomène même, voire européen, où on voit la criminalité qui diminue, disons, d'une manière assez drastique dans l'ensemble de... Vous êtes un ancien gendarme, donc les chiffres sur la criminalité, ça vous connaît. Oui, alors c'est là ici, je vois, c'est les derniers chiffres publiés à Genève, à Lancy. Infractions au code pénal en diminution de 14%. Mais les infractions à la loi sur les stupéfiants font un bond de plus 42%, alors que les infractions à la loi sur les étrangers ont augmenté de 90%. Pour la loi sur les infractions sur la loi sur les étrangers, c'est les personnes qui sont en situation irrégulière. Est-ce qu'on doit prendre ça dans une statistique de criminalité? C'est clair qu'il y a des délits, il y a des infractions. Mais je pense que lorsqu'on parle de criminalité, il faut voir celle qui touche le plus la population. Ce n'est pas les cols blancs, c'est les cambriolages, c'est le vandalisme, c'est ces phénomènes qui font que ça pourrit la vie de nos concitoyens. Et c'est là où on doit prendre les mesures. Alors pour prendre les mesures, effectivement, comme le dit M. Lanzini, je pense qu'on doit augmenter la présence et la visibilité des agents municipaux au niveau de la police, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir un service 24 heures sur 24, ce n'est pas impossible, il faut simplement augmenter encore de quelques unités. Si on prend un poste de gendarmerie comme Carouge, où c'est une trentaine de gendarmes, on peut très bien y arriver relativement vite, puisqu'on est à 19 agents aujourd'hui, et puis je pense qu'on peut encore penser à 24 agents, et puis ça suffirait pour avoir une permanence 24 heures sur 24, où il faudra regrouper bien sûr par rapport au poste, avoir un poste central pour la nuit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer au niveau de la sécurité. Il y a aussi toute la prévention qui peut se faire par l'information. Et il y a la menace aujourd'hui qui arrive gentiment, c'est-à-dire que, et Dieu sait si on a aussi le MCG pour les caméras de surveillance, puisqu'on avait déposé une résolution à l'époque pour faire démarrer ce projet. Mais on voit maintenant les caméras de surveillance sur la ville, notamment au Paquis. Ça a déplacé une partie de cette délinquance, ces dealers, sur le quartier de Plainpalais. Aujourd'hui, ils sont chassés encore de ce quartier. Et si on se renseigne auprès des policiers du poste de Lancy-Aunay, ils commencent à craindre cette montée vers Lancy de cette nouvelle forme de criminalité. Donc, on doit prendre les mesures nécessaires pour éviter justement que notre commune serve d'endroit de délinquance, c'est-à-dire un lieu de non-droit. Donc, et si je vous comprends bien, on doit prévoir justement si je vous comprends bien, vous avez problème. une crainte d'insécurité, mais pas encore une insécurité, le sentiment d'insécurité totale à Lancy. Bon, c'est toujours mesurable. Le sentiment d'insécurité se fait aussi par les médias. Dès qu'on en parle, c'est dans la presse, et puis qu'on monte, bien sûr. Et là, il faut savoir que peut-être ce sentiment... Il faut laisser un petit peu d'espace à M. Redvay, là, pour ce débat-là. si vous voulez, vous pourrez dire encore un petit mot tout à l'heure. Monsieur Redvay, l'insécurité, elle est réelle ou ressentie ? Toute insécurité, de toute façon, quelle qu'elle soit, est une insécurité de trop. À partir du moment où vous êtes touché par une agression, par un cambriolage ou quoi que ce soit, vous êtes directement touché et c'est effectivement une insécurité de trop. Maintenant, quels sont les moyens d'une commune de répondre à cette insécurité-là, que ce soit un sentiment d'insécurité ou quelque chose qui nous a directement touchés, la réponse doit être multiple. C'est vrai que ça a été dit ici. Nous avons engagé un certain nombre de policiers municipaux supplémentaires pour répondre à cette problématique, qui est une problématique à la fois donc, en amont et en aval, donc de répression, mais aussi d'anticipation. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Et je tiens aussi ici à parler de la coordination avec les différents acteurs sociaux qui sont aussi extrêmement importants. Je pense aux travailleurs sociaux hors mur, à ce que fait aussi le BUP, c'est-à-dire le bus prévention parc, qui fait un très très beau travail aussi en allant justement sur place, en discutant avec les gens, en essayant de dédramatiser ou d'être vraiment au cœur de ces risques, pour que justement ces risques ne restent que des risques et ne soient pas une insécurité supplémentaire. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose, M. Gollet ? Oui, tout à fait. Il faut quand même aussi, prendre en compte que la gendarmerie ou même la police judiciaire est en manque d'effectifs. Aujourd'hui, il faut continuer à développer cette augmentation d'APM parce qu'il faut bien comprendre que c'est les yeux et les oreilles de la police cantonale. Ils ont la possibilité de faire des patrouilles pédestres, ils peuvent être attirés par un bruit suspect et puis découvrir que c'est un cambriolage en cours. C'est très important d'avoir justement des agents jour
et nuit dans notre commune, qui patrouillent et puis qui fassent le nécessaire et qui appellent justement d'autres services d'urgence. Les yeux et les oreilles, on a bien compris, les yeux et les oreilles de la commune coûtent parfois les yeux de la tête, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera des finances. Hein. Je crois qu'on va gentiment laisser de côté cette fois le côté sécurité, insécurité. Je vais demander à Jessica de revenir nous présenter le prochain enjeu. La saison est belle pour le budget de la commune de Lancy. Depuis 10 ans, la ville finit son exercice sur un bonus. Le territoire communal a ainsi vu fleurir les infrastructures qui ont suivi de près l'évolution de la population. Toutefois, la dette se monte désormais à près de 107 millions, alors que l'avenir est incertain. Lancy pourra-t-elle continuer sa politique d'investissement élevée, alors que les incertitudes sur les rentrées fiscales futures se font de plus en plus fortes? Monsieur Lorenzini, vous êtes PDC, le PDC est en charge des finances communales depuis, je crois, 16 législatures, 72 ans. Vous serez naturellement l'héritier de cette charge. Aujourd'hui, il y a 3 000 francs de dette sur chaque tête de l'Ancéen. Est-ce que vous pensez réellement que c'est tenir un budget de père de famille, comme le PDC s'enorgueillit de le faire? Écoutez, bon, il ne faut pas mélanger dette et budget. La dette est stable depuis de très nombreuses années. Bon, elle évolue année après année, mais globalement, elle n'augmente pas. Il y a 12 ans, il y avait un budget d'investissement pratiquement 2 fois inférieur au budget actuel et la dette était déjà au même montant. Je crois que la dette, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser pour permettre de réaliser des infrastructures à la hauteur des attentes des citoyens. À Lancy, il y a une dette moyenne à 3 000 francs par tête par habitant, ce qui est relativement modéré pour une grande commune comme Lancy. Évidemment, il y a des communes qui n'ont pas de dette du tout, mais c'est des communes qui n'ont rien de comparable avec Lancy. Ce ne sont pas des communes-villes, ce sont plutôt des villages qui ont des ressources financières importantes parce qu'ils ont des habitants qui payent beaucoup d'impôts. Ce n'est pas le cas de Lancy. Lancy a su gérer de manière exemplaire son développement en faisant toutes sortes d'équipements publics en temps et en heure et a su gérer en effet une dette qui est présente mais qui est stable. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la dette, mais il faut au contraire savoir la maîtriser et la contenir, ce qui a été fait depuis de nombreuses années. Alors, Monsieur Rennevet, vous êtes en charge de l'aménagement, finalement des travaux, excusez-moi, des travaux. L'argent, justement, pour réaliser ces travaux, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. Si on regarde le budget de l'année en cours, on voit que si tout est réalisé selon le budget, tout ne sera pas réalisé, mais si tout est réalisé, on a pour 50 millions de dettes en plus. Ça ne vous fait pas peur, vous ? Non, mais je crois que M. Lorenzini a tout à fait raison quand on parle d'effectivement à peu près 100 millions de dettes. D'abord, cette dette effectivement est stable, mais j'aimerais aussi dire ici que quand on regarde notre patrimoine immobilier, il est largement supérieur aussi à cette dette-là. Et effectivement, si nous devions tout d'un coup, dans une situation extrêmement grave, baisser drastiquement cette dette, eh bien, nous pourrions le faire aussi par la vente de ces immeubles. Donc il faut raison garder au niveau de la dette. Je crois qu'effectivement, on a beaucoup d'investissements, c'est tout à fait juste. On a la chance tout de même d'avoir aussi une certaine diversité à la fois d'entreprises, à la fois de population, qui nous permet aussi d'avoir des revenus suffisants pour cette croissance de Lancy, hein, puisqu'effectivement, vous l'avez rappelé, quand on regarde toutes les infrastructures qu'on doit développer pour ces nouveaux quartiers, c'est énorme. Et c'est vrai que pour l'instant, on y arrive, mais si on voit tous ces quartiers en devenir, eh bien, la situation risque de devenir plus difficile. Et c'est là aussi qu'intervient justement la péréquation intercommunale ou d'autres facteurs qui nous permettent aussi de compenser ces charges très lourdes. Mais monsieur Rennevet, la dette se creuse tout de même, et puis on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On parle de péréquation, que sera-t-elle demain? On parle de suppression de la taxe municipale, on parle de réforme également de l'imposition au lieu d'habitation et non plus au lieu de travail, on parle également de baisse de la fiscalisation des entreprises autour de 15%. Peut-être que la situation est juste exceptionnelle à Lancy et que demain, les nuages noirs courront sur la commune. Effectivement, les enjeux, vous le rappelez à juste titre, sont extrêmement importants. Et c'est vrai que ces prochaines années, il faudra se battre sur un certain nombre de dossiers.
Vous avez cité effectivement un certain nombre de ces dossiers. Je peux citer aussi la taxe professionnelle. Si on devait parler de suppression de la taxe professionnelle, c'est à peu près 10% de notre budget qui disparaîtrait d'un coup. Effectivement, les enjeux sont là. Il faudra aussi que justement les magistrats en charge ces prochaines années puissent défendre leur point de vue auprès du canton, expliquer aussi nos difficultés. Et effectivement, ça doit se faire pour l'avenir effectivement de nos infrastructures, parce qu'autrement, effectivement, on sera pris à la gorge et on ne pourra plus financer toutes nos prestations. Monsieur Gollet, est-ce qu'on investit trop dans les infrastructures sans penser à demain, ou peut-être que le revenu municipal sera plus étriqué? Bon, jusqu'à aujourd'hui, on pouvait se le permettre. Maintenant, il est clair qu'il faut penser à un moratoire sur certains investissements. Vous pensez à quoi? Alors, ça peut être des aménagements culturels, puisque ça sera le sujet suivant. Non, il faut, moi je pense, maintenant prévoir l'avenir. L'avenir n'est pas tellement rose. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on était sur un nuage. Lancy, il faut aussi dire qu'on a un taux de centimes additionnels qui est relativement élevé pour une commune qui est riche. Nous avons la chance d'avoir des entreprises en nombre qui fait que nous avons aussi un revenu de ce côté-là. On a des recettes intéressantes, mais ces recettes par ces personnes morales ont quand même diminué. Les personnes physiques, ça se maintient. Et on a pu compter sur la ristourne de l'impôt à la source pour un petit peu maintenir nos finances dans un état, et la vente aussi de certains biens immobiliers qui a permis de s'asseoir justement certaines actions de notre chaîne de télévision, de Lancy, et puis bien sûr la vente d'une colonie que nous avions sur le canton de Vaud. Monsieur Gollet, vous lutteriez pour baisser les impôts à Lancy? Vous parlez du centime additionnel. Personnellement, aujourd'hui, nous l'avions proposé à l'époque avec une alliance PLR MCG de baisser le centime additionnel. On aurait pu le faire parce que depuis l'époque où nous avions proposé cette solution de diminuer l'impôt, on a quand même pu constater que chaque année, on faisait entre 8 et 16 millions de bonis. Ce qui a été, disons, favorable bien sûr pour le développement de la commune, mais malgré tout, derrière chaque franc qui est dépensé par un contribuable, il y a un sacrifice. Et c'est important qu'on puisse aussi un petit peu soulager nos contribuables par une baisse d'impôt quand on le peut. Alors maintenant, ça sera difficile parce que bien sûr, il y aura la baisse bien sûr de l'imposition sur les entreprises. On va, à chaque commune, on va devoir subir, vous l'avez dit, une baisse de 16% globalement. Ensuite, on ne sait pas au niveau, bien sûr, s'il y aura le coût du franc fort sur nos entreprises. Alors, on est peut-être moins touché que d'autres entreprises sur des communes voisines. On n'est peut-être pas des entreprises exportatrices, mais bon, on n'a pas encore une image sur, en tout cas, ce sera leur résultat d'ici peu. Mais je pense qu'on doit être très prudent aujourd'hui, et puis je pense qu'on doit commencer à faire des investissements, des équipements publics qui sont prioritaires avant d'essayer d'aménager plus de confort à la population. C'est un sacrifice. Ou alors il faudra augmenter un jour les impôts, et je ne pense pas que c'est ce que souhaitent en tout cas nos habitants. Monsieur Bonfanti, comme l'a rappelé M. Gollet, on fait des bonus, on n'arrête pas de faire des bonus. Depuis 10 ans, tous les budgets ont eu un reliquat, parfois important, plusieurs millions, jusqu'à 10 millions. D'ailleurs, on peut en être heureux, l'inverse serait plus curieux. Loin de moi l'idée de ne pas en être heureux, évidemment, mais est-ce que ce n'est pas une incitation à dépenser, justement? Est-ce qu'on ne devrait pas, justement, thésauriser pour l'avenir? De toute façon, la commune n'a pas le droit de thésauriser, donc on n'a pas le droit de mettre de l'argent de côté. Donc la seule chose qu'on peut faire avec ce revenu, et c'est une bonne chose d'ailleurs, c'est d'investir. C'est-à-dire que le fait d'avoir des revenus supérieurs à ce qui était prévu nous permettent d'investir sans justement augmenter la dette. Donc c'est tout l'avantage. Je reviens sur ce qu'a dit M. Gollet. Si nous avions baissé le centime additionnel encore plus que ce qui a été prévu en 2009, si je me souviens bien, et nous aurions eu des revenus inférieurs à ce qui était prévu, et du coup nous aurions pu soit moins investir, c'est le cas, mais du coup nous n'aurions pas pu rénover certains établissements scolaires comme les écoles primaires, nous aurions du coup eu des difficultés en termes énergétiques, nous n'aurions pas pu rénover certaines routes, peut-être d'autres éléments encore. Donc non, justement, en plus, j'imagine que sans ce revenu, nous aurions dû en plus, je pense, augmenter la dette, ce qui me semble un gros problème. Si les habitants sont intéressés, ils peuvent aller sur Internet. Il y a le service de surveillance des communes, d'ailleurs, qui a plusieurs indicateurs sur, on va dire, la qualité en fait, des finances publiques d'une commune. Lancy, en fait, a des indicateurs qui sont tous ouverts. Voilà, depuis de nombreuses années, on peut le constater, vous pouvez y aller d'ailleurs, tous les indicateurs sont ouverts, ce qui prouve que depuis une douzaine d'années en tout cas, la dette a diminué, ça on le sait. D'ailleurs, par habitant, elle a diminué, ce qui est une bonne chose. Et tous les indicateurs sont ouverts, ce qui prouve que jusqu'à présent, nous faisons du bon travail. Très bien. Monsieur Lorenzini, c'est vous qui
gérerait peut-être le sac à écus de la commune si vous êtes élu. Tout de même, j'ai bien compris, Lancy, c'est une cité florissante. Hein. Mais je vois qu'en prévision, on a le Mégaron, dont la première pierre va être posée. C'est une trentaine de millions d'investissements. L'école du Sapé, 32 millions d'investissements. La crèche de la Chapelle-Lessier. Les MS de Florimont, autour de 22 millions. J'en passe. Pas des meilleurs, mais j'en passe. Est-ce que ce n'est pas trop quand on pense à un avenir qui est menaçant? Bon, en effet, on a des incertitudes sur l'avenir. Je crois que la grande force de Lancy, c'est aussi sa répartition. Il y a des projections qui ont été faites, notamment si la nouvelle imposition sur les entreprises était mise en œuvre. Et on constate que c'est relativement, même en l'appliquant, c'est très stable pour Lancy, qui a la chance d'avoir une bonne mixité entre les habitants et les emplois. Ce qui est une chance, puisque ça nous a profité toutes ces années et qu'en cas de modification du système, ça permettrait de maintenir notre capacité financière. Ces investissements dont vous parlez, ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires et on arrive à les faire en grande partie en autofinancement sans augmenter la dette. Comme l'a dit Damien, l'augmentation de la population a fait que la dette par habitant a diminué en effet et les choses sont gérées d'une manière exemplaire. Tous les indicateurs le montrent depuis de nombreuses années. Et puis quant à savoir si je serai à la tête des finances, je rappelle quand même que c'est un débat démocratique qui devra avoir lieu entre les 3 élus le lendemain du 10 mai. Donc on verra, c'est pas certain. J'espère y être invité. Voilà, on verra s'il y a des guest stars. Monsieur Rennevet. Oui, je voulais juste intervenir quand vous parlez de budget florissant. Je crois qu'il faut faire attention. On est quand même une commune avec une précarité aussi. Et ça, je crois qu'il faut aussi le dire. On a une école, l'école des Palettes, qui est en REP, c'est-à-dire en réseau d'enseignement prioritaire. On a toute une frange de la population qui a vraiment des difficultés aussi. Et c'est notre charge aussi de soutenir par différents moyens. On a beaucoup parlé d'infrastructures, mais le service social aussi doit faire son travail pour soutenir toute cette population précarisée. Donc justement, si on arrive aujourd'hui, grâce effectivement à des impôts, grâce à une gestion rigoureuse, eh bien, à permettre ces financements-là, eh bien, on aide directement notre population aussi et qui en a grand besoin. Je comprends votre fibre sociale, monsieur Rennevet, mais si on regarde les chiffres, la population a augmenté de 15% ces dernières années, et le budget, lui, de 70%. Certainement qu'il y a une grande part qui va à l'aide sociale. Oui, il y a des besoins qui sont très importants effectivement pour notre population. Et puis il y a aussi des montants qu'on doit investir de façon très importante. On a parlé d'aménagement du territoire avant. C'est effectivement des nouveaux quartiers entiers qu'il faut qu'on construise. Et ça veut dire beaucoup de choses pour une collectivité, puisque ça veut dire l'arrivée des flux, eau, électricité, etc. L'arrivée des routes. Ensuite, une fois les bâtiments réalisés, eh bien, on a les écoles, on a les crèches, on a les EMS, on a tout ce qui fait la vie aussi dans la commune, ce qui est nécessaire aussi pour la population, et tout ça a des coûts. Donc effectivement, on ne peut pas se glorifier non plus, puisqu'on a un taux de sortie additionnelle qui est assez élevé, et ce n'est pas anodin s'il est assez élevé, c'est justement parce qu'on est aussi une commune qui malgré tout s'en sort bien, mais reste une commune qui n'est de loin pas parmi les plus riches. Monsieur Gollet, pour conclure. Oui, alors je pense que tout le monde connaît les enjeux. On doit apporter un effort sur ce qui est prioritaire, c'est-à-dire les crèches, tout ce qui est incontournable. Aujourd'hui, c'est les crèches, c'est, comme l'a dit M. Rennevet, c'est le social, c'est conserver les infrastructures dans un état tout à fait, disons, acceptable. Et puis, tout ça, ça a un coût. Aujourd'hui, on constate que, bien sûr, on a un budget qui tourne à 110 millions, c'est énorme, mais il dépend de quelques entreprises pour une bonne part. Donc, on ne sait pas quel sera l'avenir. Je ne veux pas, disons, être pessimiste, loin de là. Je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous, mais on doit être sur nos gardes. Et puis, je pense que ça va dans l'intérêt de chacun de pouvoir avoir des choses prioritaires. C'était relevé. Je pense que chacun doit trouver une place aussi pour les personnes âgées dans un EMS sur la commune. On doit donc, bien sûr, envisager peut-être encore une construction d'un établissement supplémentaire. Les crèches, on sait que ça manque. Moi, je pense que chaque personne sur cette commune doit pouvoir être servie aussi selon ses attentes et puis selon aussi ses préoccupations, ses priorités professionnelles, familiales. Et puis c'est très important d'être à l'écoute de la population par rapport à ça. Et on voit qu'aujourd'hui, malgré qu'on ait une commune relativement riche, eh bien, on ne peut pas répondre à tous les besoins de la population. Et bien, on doit améliorer ça avant peut-être certains luxes d'aménagement ou autres, disons, questions que ça peut être de divertissement. Je pense que ça doit être secondaire. Merci, M. Gollet. On va repasser la parole à Jessica Da Silva qui va venir nous présenter le prochain enjeu.
Avec le départ du magistrat PDC François Lens, un nouveau dicaster pourrait connaître une vraie refonte, celui de la culture. Actuellement très orienté art contemporain selon certains partis politiques, on lui reproche de ne pas être assez associatif, voire local. Voilà, la culture c'est quelque chose qui est aussi important que le sport, ou certains diront même que l'instruction. En tout cas, elle en fait partie, très certainement. En tout cas, le magistrat sortant, M. Lens, avait cette culture très, très, très à cœur. Il s'en est même ouvert dans les journaux en disant qu'il avait peur que lui, une fois parti, cette culture lancéenne, très typique, très typée art contemporain, disparaisse. Et puis, sous les coups de boutoir, peut-être, du Parti socialiste, qui ne sait pas mystère d'une culture un peu trop élitiste. Écoutez, moi je pense qu'effectivement il faut, dans un canton où les communes se touchent, et si la programmation culturelle était la même partout, eh bien on aurait des problèmes. Donc c'est vrai que d'avoir une certaine variation entre communes pour que la population puisse aussi, dans ce territoire exigu, aller en fonction de ses intérêts d'une commune à l'autre est une bonne chose. Maintenant, ceci dit, effectivement, on peut aussi imaginer d'autres formes de culture qui sont effectivement peut-être un petit peu plus accessibles pour la population. Ce qui compte en termes de culture, c'est effectivement de pouvoir contenter tout le monde, c'est de pouvoir offrir aussi différentes palettes, différentes activités culturelles extrêmement différentes, variées pour toute la population. On parlait finances tout à l'heure, c'est pas extensible, hein. Vous allez sabrer ? Faire des choix ? Pas forcément. Je crois que effectivement, la culture, c'est pas forcément uniquement de l'argent à investir. Ça peut être aussi très simplement un groupe de jeunes talents de la commune qui vient se produire. C'est un certain nombre d'activités qui peuvent être liées aussi avec des associations qui sont des fois demandeuses aussi. D'ailleurs, des associations culturelles font de l'excellent travail aussi sur la commune. Et donc, ce n'est pas forcément de diversifier la culture, une augmentation forcément du budget culturel. Monsieur Gollet, est-ce que vous opposez culture élitiste et culture populaire ? Non, je pense qu'il doit y avoir une culture très diversifiée sur la commune. Mais maintenant, il faut voir la part du budget qui est consacré à un type de culture. Celui qu'on a sur la commune de Lancy est trop élevé. Le MCG, on est pour une culture populaire. Alors, ça peut être la reprise de certaines fêtes avec la production de certains groupes musicaux, théâtrales, en plein air. On doit développer, disons, dans nos quartiers une certaine animation. Aujourd'hui, elle n'existe malheureusement pas suffisamment et on doit se pencher sur ce problème. Je pense que ce serait sympathique dans nos parcs, les week-ends, d'avoir des groupes avec des podiums pour se montrer, se faire connaître de notre population, avec bien sûr à côté des buvettes où on crée un rassemblement de nos concitoyens. En fin de semaine, ça serait vraiment quelque chose qui serait formidable. Aujourd'hui, alors c'est clair que nous sommes bien sûr le MCG aussi pour développer le sport. Alors je ne sais pas si vous allez en parler par la suite, mais je pense que si on regarde des budgets consacrés à la culture et au sport, je pense qu'ils sont quasiment équivalents, alors qu'il y a certainement plus de personnes qui ont une activité sportive, qui ont besoin aussi de moyens financiers pour pouvoir se divertir en fin de semaine ou même dans le courant de la semaine, hein, puisqu'on voit on est en manque de terrain, de salles de gym, il y a une très forte demande et puis on n'arrive pas forcément à y répondre. Je pense qu'on doit donner plus de moyens de ce côté-là. Et puis la culture, elle doit être improvisée, c'est un mouvement libre et puis elle doit avoir des coups de main de la commune. Nous, le MCG, on a toujours dit qu'on regrettait la disparition de l'Ancy en fête. C'était quelque chose qui était formidable. On espère en tout cas que le prochain conseil administratif réintroduise cette fête. En tout cas, il donne en tout cas les moyens pour, disons, aller dans ce sens. C'était quelque chose qui était apprécié par des dizaines de milliers de personnes, pas uniquement de Lancy, mais de tout le canton. Elle était connue et puis ça donnait une animation formidable à notre commune. Lancy en fête, Monsieur Lorenzini, c'est un petit peu le pendant de la fête du Muguet, dont vous êtes une des chevilles ouvrières, peut-être. Finalement, François Lens, c'est votre magistrat, un magistrat PDC. Est-ce que vous allez être l'héritier de sa vision de la culture ou est-ce que vous vous sentez libre ? Vraiment, vous avez le sens de la filiation encore plus forte qu'au PDC. Alors, écoutez, non, mais je crois que Frédéric a bien dit les choses. C'est pas une question de moyens forcément. Il faut diversifier. Et c'est vrai qu'il y a quelque part deux types de culture. Il y a la culture qui est organisée
par la commune, avec le budget communal, qui, elle, en effet, a pris un créneau pour une question notamment de répartition cantonale assez marquée sur l'art contemporain. Voilà, ça c'est vrai. Certaines personnes l'apprécient en dehors des frontières de Lancy, d'autres l'apprécient peut-être moins. Et maintenant, il va falloir probablement faire un travail de rééquilibrage, mais qui n'est pas forcément lié aux aspects financiers. Parce que la culture populaire, comme le dit M. Renevet, pour assez bien la connaître, puisque en effet, la kermesse du Muguet est quand même... M. Gaulet, pardon. La kermesse du Muguet est en effet, je pense, le plus gros événement sur le petit Lancy en termes musical, ne coûte pas un franc à la commune de Lancy, à l'exception... d'un rabais de 50% sur la mise à disposition du matériel. Donc c'est finalement assez peu d'investissement pour une manifestation ouverte à la population qui dure 4 jours maintenant et qui attire énormément de monde. Et je crois que c'est là qu'il faut travailler, c'est motiver des associations. On parlait de Lancy en fête, bon, c'est aussi une manifestation que je connais relativement bien, qui était organisée par une association, un club de natation. Donc il y avait à la base un vrai mouvement de bénévolat et puis il y avait une aide de la commune financière, mais qui était somme toute relativement modeste. Alors je pense que c'est important de développer ce genre de manifestations et l'idée, c'est d'essayer de les multiplier en les répartissant géographiquement aussi, parce qu'il faut que tous les habitants de Lancy, dans différents quartiers, je pense à La Chapelle, qui est un nouveau quartier un peu plus éloigné, puissent également avoir des manifestations ouvertes à la population, mais ce n'est pas forcément lié à l'argent. Et je rappelle qu'en effet, le budget de la culture n'est pas un budget très important sur Lancy. J'ai bien compris, vous ne voyez pas de problème à tuer le père, si j'ai bien compris. Aucune. J'ai pas dit ça, il me semble pas. Ou alors je suis très mal exprimé. Je crois que voilà, il y a quelque chose qui se fait. Je pense pas qu'il y a besoin d'arrêter ou de le changer complètement, mais il faut diversifier et compléter l'offre. Merci. Damien Bonfanti, culture, mais aussi sport, puisque on le rappelle, vous avez été couronné par le mérite sportif de Lancy il y a quelques années. C'est juste, oui. Pour vous, la culture, pour un verre sportif, la culture, c'est quoi? Ça doit aller où? Écoutez, pour moi, déjà, le premier élément qui me semblerait assez intéressant sur Lancy, ce serait de mettre en place, peut-être pourquoi pas, une assise en fait, de la culture. C'est-à-dire qu'on se met souvent du côté en fait, de l'institution, en sachant peut-être ce qu'il faudrait faire en termes de culture. Moi, j'aimerais plutôt aller poser la question aux acteurs en fait, culturels. Qu'est-ce qu'ils souhaitent en fait, mettre en place sur Lancy, tout bêtement? De voir avec eux, discuter, se mettre autour d'une table, discuter avec les associations actuellement qui sont localisées à Lancy et de voir s'ils ont déjà des idées à ce niveau-là. Je pense qu'en termes de commune, on est une sorte d'organe de facilitation, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on est là pour faciliter, pour mettre en œuvre ce qui pourrait croître, ce qui pourrait naître en fait de ce type de discussion-là. Je ne suis pas pour une culture qui soit institutionnalisée, qui soit mise en place par la commune. Alors, dans les fêtes, vous prévoyez quoi? D'ouvrir des ateliers? Dans les fêtes, vraiment une assise de mettre en place une assise de la culture, de faire un diagnostic de la culture à Lancy actuellement, me semblerait déjà une bonne chose, de voir ce qu'attendent aussi la population de la culture à Lancy. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils sont déjà satisfaits de la culture contemporaine ou pas? Est-ce qu'ils souhaitent une autre culture? Quel type de culture ils souhaitent? Je pense que c'est aussi une question qu'il faut qu'on aille avec la population, une discussion directe avec la population à ce niveau-là, et ne pas dire qu'il faudrait telle et telle culture pour ensuite se retrouver avec de nouveau peut-être personnes dans certains vernissages ou certaines présentations en fait, au niveau culturel. Avant de présenter des œuvres culturelles, que ce soit de tous les genres, musicales, picturales, etc., il faut des endroits pour les faire, pour les concevoir. Et nous en avons, bien heureusement. Nous avons la maison Berlusconi, nous avons la ferme de la Chapelle, nous avons des maisons de quartier, nous avons le centre de loisirs de Marignac, nous avons la maison Röderer qui est en train d'être en discussion pour être rénové. Donc nous avons de forts potentiels à ce niveau-là. Nous avons des écoles aussi, pourquoi pas. Je pense que la culture peut rentrer dans les écoles primaires, comme dans les cycles d'orientation. Nous avons aussi la piscine publique et aussi l'extérieur. Je pense que nous pouvons faire de la culture en dehors, en fait, de certains bâtiments. Très bien, merci monsieur Bonfanti. Monsieur Hopgolet. Oui, moi je pense qu'on doit aussi, contribuer au niveau du sport sur les équipements cantonales. On ne peut pas tout laisser. On est comme une ville
importante, 32 000 habitants. Et je pense qu'on a aussi notre responsabilité en matière sportive pour développer des infrastructures au niveau cantonal. On sait qu'aujourd'hui, on aurait une possibilité de construire une patinoire. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas une contribution aussi de Lancy avec le canton, voire d'autres partenaires privés? Je pense qu'on a aussi notre responsabilité sur le stade de Genève qui a fait qu'on l'a voulu. Ça faisait partie d'un complexe avec le centre commercial. C'était une condition. Nous avons voulu le centre commercial pour aussi des emplois et puis pour que les habitants de notre commune puissent avoir certaines commodités pour leurs courses. Aujourd'hui, on doit maintenant répondre aussi à cette attente du canton, du club phare Servette, qui fait que nous devons maintenant aussi investir un petit peu au-delà de notre... sur le plan communal. Je pense qu'il est important qu'on ait aussi une responsabilité cantonale. Lancy en a les moyens. Merci, M. Gollet. Encore un petit mot peut-être, M. Bonfanti. Oui, par rapport au stade de hockey qui pourrait potentiellement être construit sur le trèfle blanc, j'apparaît juste jusqu'à présent, il y a des propriétaires qui sont localisés sur ce lieu et qui ne souhaitent pas vendre. Donc je ne suis pas pour ma part pour l'expropriation. Donc je ne sais pas si le MCG est pour l'expropriation. Pour ma part, je suis contre. M. Gollet, vous voulez répondre ? Écoutez, je pense qu'il suffit d'avoir des discussions. Il faut savoir qu'au niveau de ce terrain, de ce côté-là, on a aussi quelqu'un qui a du MCG. Je pense qu'avec des discussions, tout est réalisable. Et puis, je pense que c'est un dialogue qu'on doit avoir. Il y a des intérêts cantonaux. S'il y a une implantation d'un stade pour le hockey sur glace pour notre commune, ça la met aussi en évidence. C'est une vitrine pour notre commune à travers le canton, à travers la Suisse. S'il y a des matchs importants, ça fait connaître Lancy. Et puis je pense que nos jeunes ont besoin de se rendre dans ces lieux aussi de manifestations populaires, qu'est le football, qu'est le hockey sur glace. C'est très important aussi qu'on trouve des moyens, des possibilités d'occuper nos jeunes à des activités qui sont saines. Merci M. Gollet, merci à vous tous. Je vous appelle tous à voter, en tout cas, d'ici le 10 mai, pour l'élection de votre gouvernement, l'exécutif de la commune. C'est quelque chose d'important. Et comme vous l'avez vu avec les candidats ici à l'exécutif de Lancy, c'est quelque chose qui peut être passionnant.